Merci de votre fidélité. Les 20h, bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité. D'abord, nous parlerons sur l'affaire de meurtre Ndiaga Diouf. Le verdict est tombé ce matin. Barthélémy Dias est condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Le ministère du Public avait requis 5 ans de prison contre lui, mais finalement, la peine rendue s'avère plus légère pour lui. Nous parlerons également de la situation impossible dans laquelle le ciment est vendu au Sénégal. Le prix fixé par le gouvernement n'arrange guère les détails. La tonne est vendue à 80 000 francs CFA dans certains dépôts. Les détails dans ce journal. Ensuite, la Direction générale des impôts et domaines est menacée par une grève prévue par ses agents au mois d'octobre pour plusieurs raisons. Les détails dans ce journal. Pour les sports, Edouard Mendy rentre à Londres pour Chelsea après son forfait des 2 matchs amicaux du Sénégal, mais la deuxième séance d'entraînement des Lions hier a écarté 3 autres joueurs. Enfin, nous allons terminer avec les informations hors de nos frontières, le développement dans un moment. Mesdames et messieurs, il est 20h, bienvenue dans cette édition d'information que nous allons débuter à la Cour d'appel de Dakar qui a livré son verdict ce matin sur l'affaire de meurtre datant de 2011. Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, est condamné à 2 ans de prison dont 6 mois ferme. Ouahedjon nous donne les détails. Le verdict vient de tomber dans l'affaire Ndiaga Diouf. Le juge, en rendant sa décision ce mercredi matin, a confirmé la peine rendue en première instance contre Barthélémy Dias, c'est-à-dire 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Lors du procès en appel, la représentante du ministère public avait requis 5 ans de prison ferme contre Barthélémy Dias et 2 ans de prison ferme contre Habib Dieng et Babacar Faye. Auparavant, l'avocat de la pris la parole pour réclamer 150 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Mais le juge de la Cour d'appel a confirmé la peine rendue en première instance avant de débouter la partie civile de sa demande. Les députés qui avaient promis de venir au tribunal avec leur écharpe sont en retard, de même que le maire de Dakar, Khalifa Sall, et quelques militants étaient au palais de la justice. Beaucoup à Régionaux pour ces explications après la démission de Guy Marius Sagna de son poste à la mairie de Ziguinchor. Birame Souleye Diop lui aussi demande le détachement de son poste d'inspecteur des impôts et domaines du Sénégal qui n'est pas compatible avec le mandat de député après le président de l'Assemblée nationale. Parlons d'autre chose à l'instant. Les agents des impôts et domaines annoncent une grève du 13 au 18 octobre 2022. Selon le communiqué du syndicat des agents des impôts et domaines du Sénégal, rendu public hier mardi, Malcolm Ba nous fait le compte rendu. Le syndicat autonome des agents des impôts et domaines va déclencher une grève sur la période allant du 13 au 18 octobre 2022. Le mot d'ordre sera reconduit autant de fois que nécessaire jusqu'à satisfaction totale des différents points de revendication inscrits sur sa plateforme. En prélude de cette grève, une journée de présence passive et de port de brassard rouge est programmée le 3 octobre 2022 à l'échelle de tous les services de la DGID. Dans le souci d'informer et remobiliser les camarades autour des différents points de revendication, le BEN organisera une journée dans les différents centres de Dakar et des régions. Lit-on dans le communiqué du 7 parvenu ce mardi. Merci beaucoup Malcolm pour ces explications. Et puis depuis quelques temps, une importante hausse du prix du ciment est notée dans le pays avec 80 000 francs CFA la tonne, soit 4 000 francs CFA le sac. Selon les vendeurs interrogés, l'affaire ne marche plus comme avant car les consommateurs se font rares de plus en plus. Reportage signé Kaltemian. L'augmentation ne dépassait pas plus de 1000 francs ou 2000 francs, mais actuellement il passe plus de 5000 francs, donc vraiment ça nous dépasse parce que le travail est difficile à gérer. Des fois on prend des risques pour satisfaire nos clients. Pour l'instant, ceux qui ont des problèmes de transport, il va falloir qu'ils vendent la tonne à 80 000 francs. Pour les consommateurs, en cette période où tout est cher, ça sera difficile pour eux. Parfois on peut rester toute la journée sans vendre parce que les clients veulent mais n'ont pas de moyens. Merci beaucoup Katom pour ce reportage. En l'instant, nous allons poursuivre le journal avec la page sportive.
deuxième bloc d'entraînement pour préparer les matchs amicaux contre Bolivie et l'Iran prévus le 24 et le 27 septembre 2022 est déroulé hier mardi sans Ismaïla Sarr, Moussa Niakhaté et Boulaye Dia. Quant à Edouard Mendy, lui, il est retourné à Londres pour Chelsea après son forfait. Toujours pour les sports mondial 2022, le peuple qatari va accueillir à bras ouverts les fans de football de tous horizons et sans discrimination, rassure l'émir du Qatar, Cheikh Tamim, lors de son discours à la tribune des Nations Unies à New York. Des Côtes d'Ivoire nous donne les détails. Le peuple qatari ouvrira ses portes à tous les supporters sans discrimination pour qu'ils puissent profiter des matchs et de l'atmosphère extraordinaire du tournoi, a déclaré le dirigeant à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. S'il n'a pas mentionné de groupe spécifique, les propos d'Al-Thani s'apparentent à une volonté d'apaisement alors que des associations de supporters et des fédérations emmenées par celle de la Norvège se sont émues du sort des visiteurs LGBT dans un pays où l'homosexualité est criminalisée. Cette même ligne avait été défendue en avril dernier par Abdullah Al-Ansari, le responsable de la sécurité de la compétition, qui avait indiqué que les spectateurs LGBTQ+ devraient éviter de manifester des signes de leurs appartenances sexuelles en public dans l'Émirat où les démonstrations d'affection en public sont mal vues. Cependant, reste à savoir si le Qatar, en principe et règle, acceptera la présence manifeste de la communauté LGBT. Merci beaucoup Nekodou pour ces explications. Nous allons terminer à l'instant l'édition d'information avec les informations hors de nos frontières. D'abord, Iran, plusieurs personnes tuées lors des manifestations contre la mort de Mahsa Amini, selon l'agence officielle IRNA. Dans les rues des quinzaines de villes, des manifestants dénoncent le décès brutal d'une jeune femme arrêtée par la police, des meurtres chargés de... Mahsa Amini, âgé de 22 ans et originaire de la région du Kurdistan, a été arrêté le 13 septembre à Téhéran où il était en visite avec sa famille, port de vêtements inappropriés par la police des mœurs, une unité chargée de faire respecter le code vestimentaire strict de la République islamique d'Iran pour les femmes. En Iran, se couvrir les cheveux est obligatoire en public. La police des mœurs interdit en outre aux femmes de porter des manteaux serrés et des jeans troués, ainsi que des tenues de couleur vive, entre autres. Mahsa Amini est tombé dans le coma après son arrestation et est décédé le 16 septembre à l'hôpital selon la télévision d'État et sa famille. Des militants affirment qu'elle a souffert d'une blessure à la tête alors qu'elle était en détention. La police iranienne a rejeté ces accusations et une enquête a été ouverte. Le décès de la jeune femme a suscité une vague de colère en Iran où des manifestations ont éclaté samedi au Kurdistan, puis à Téhéran et dans d'autres régions d'Iran. Cité par l'agence de presse phare, Ismaël Zareï Kocha a fait état de 3 morts lors des manifestations dans différentes localités de la province, sans préciser de date. Il a qualifié ces morts de suspectes faisant partie d'un complot fomenté par l'ennemi. Il a affirmé que l'une des victimes a été tuée par un type d'arme non utilisé par les forces iraniennes. À l'étranger, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme par intérim, Nada, a exprimé son inquiétude face à la mort en détention de Mahsa Amini et la réaction violente des forces de sécurité aux manifestations qui ont suivi. La mort tragique de Mahsa Amini et les allégations de torture et de mauvais traitements doivent faire l'objet d'une enquête rapide, impartiale et efficace par une autorité compétente, indépendante, a-t-elle ajouté.